Bonjour à tous, à toutes. Donc moi je vais me placer en fait du côté de l'utilisateur de la méthode et on a effectivement identifié un certain nombre en fait de limites dans l'exploitation de la méthode. L'objectif c'est pas simplement de faire un constat de ces limites, mais surtout en fait de voir mesure on est en capacité de passer un peu ces limites, leviers sur lesquels appuyer. Quelques chiffres en fait qui viennent de l'ADEME qui datent un tout petit peu, mais quand même intéressant. Un certain nombre en fait de bilans réalisés ont été avec l'accompagnement en fait d'un consultant. Comme vous le voyez, en fait, le taux de satisfaction globalement en fait est assez important. On a 84% de satisfaction. Autant en fait, et Gérard vient d'en parler, passage à l'acte, en fait, c'est évident que ça. Le bilan permet une prise de conscience et voir une photographie en fait impact majeur de ces émissions. Pour autant, en fait, on ne sait pas toujours quelles sont en fait les bonnes actions à mettre en œuvre. Surtout, voilà, il y a parfois certaines limites à mettre en œuvre ces solutions. Quelques freins que l'on a identifiés, il y en a sûrement d'autres, c'est pas complètement exhaustif. L'objectif, c'est de développer au moins ces 4 freins-là. Tout d'abord, en fait, le fait que la méthode bilan carbone, parce que c'est celle qui est quand même la plus utilisée en France, même si c'est pas la seule, reste en fait, et dans la façon de le présenter également, c'est un diagnostic effet de serre. Ça, on le verra, en fait, c'est déjà soit dans sa définition un problème, puisqu'on s'en tient en fait à une photographie. Puis donc la résistance au changement pour toute organisation et pas uniquement pour le bilan carbone, mais ça c'est quand même quelque chose de récurrent dans les organisations. On a cette résistance au changement, d'autant plus qu'on est en fait sur une problématique qui est globale, qui est assez large, et en plus n'est pas direct. On voit pas les liens toujours directement. C'est de l'énergie, ça va. Sinon, on voit pas toujours les liens aussi directement que. Ensuite, pour les accompagnateurs aussi, la difficulté, mais c'est vrai aussi si c'est réalisé en entreprise, c'est de traduire en fait les impacts des émissions de gaz à effet de serre en jeu stratégique pour l'entreprise ou pour l'organisation. La collectivité, c'est la même chose. On a quand même une difficulté à rendre appropriables les résultats et à se poser les bonnes questions en fait par rapport aux actions à mettre en œuvre. Enfin, la démarche, elle est également essentiellement centrée sur l'organisation. Démarche bilan carbone, c'est une approche site essentiellement, et puis on se concentre en fait sur une partie des émissions. On l'a dit, il y a les émissions indirectes, donc là on peut sortir en fait du périmètre stricto sensu du site. Soit on a forcément en fait des marches transversales qui vont en fait vers l'externe. On va voir peut-être quelques pistes sur lesquelles on pourrait imaginer en fait de travailler. Comme je le disais, alors qu'aujourd'hui la méthode bilan carbone, elle est quand même largement diffusée, elle est reconnue. Les éléments scientifiques, même s'il y a des choses qui évoluent, l'ADEME, l'ABC, etc. Il y a un certain nombre, et on l'a dit, il y a de la recherche derrière. Les choses évoluent et c'est pas une science exacte. Pour autant, en fait, cette méthode, elle repose sur un socle scientifique qui est vraiment excellent. Sur la légitimité de la méthode en elle-même, on n'a plus besoin en fait d'y revenir. Je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on continue à se fixer sur le diagnostic, l'objectif. Moi, en tout cas, dans ma pratique, un petit peu ce que l'on fait en formation, de dire le bilan carbone, tout, ça n'est pas une méthode de diagnostic, mais c'est avant tout un plan d'action, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comment en fait j'arrive à réduire ces émissions? Pour le vent en tant que diagnostic, en tant que tel, ne serait-ce que dans la tête de l'organisation, on s'arrête à la photo.
déjà un premier pas qui est complètement insuffisant en fait pour passer à l'acte. Ensuite, donc la co-construction du plan d'action nécessite aussi pour les accompagnateurs, que ce soit en interne ou via un consultant, compétences aussi qui sont un peu différentes. Dans le diagnostic, on a besoin de compétences essentiellement techniques. Pour travailler sur un plan d'action et co-construire ce plan d'action, plutôt sur l'animation, les activités de co-création, de créativité, etc. Et il faut en fait pouvoir disposer en fait de ces compétences, pouvoir faire progresser en fait l'organisation. Ensuite, on l'a dit, ça c'est nouveau, c'est que la réalisation d'un plan d'action nécessite un engagement fort en fait de l'organisation, donc des décideurs. Il faut qu'ils soient partie prenante en fait de la décision. On voit malheureusement dans beaucoup d'actions où on dresse le diagnostic, la commande n'est pas passée d'ailleurs par les décideurs, une direction environnement et autres, et on s'aperçoit que au final on bute dans le plan d'action sur justement la décision finale. On a dressé un plan d'action mais sans travailler avec ses décideurs. Aujourd'hui, vraiment en fait traduire les enjeux carbone en enjeux stratégiques pour l'entreprise. Puis autre limite quand même constatée, on a aussi parlé ce matin déjà, c'est la limitation en fait du bilan GES réglementaire 1 et 2. Ça c'est une limite assez forte qui peut même être contre-productive. Je prends l'exemple d'un groupe ici que je ne citerai pas, et le scope 1 et 2 de ce groupe représente 0,9% des émissions du groupe. 0,9%. L'essentiel des émissions sont indirectes. Et l'enjeu, il est là, en fait. Il est là essentiellement. Que cette partie réglementaire, à la fois c'est intéressant parce que ça permet de mettre le pied à l'étrier, il faut dépasser en fait ce périmètre réglementaire, ou en tout cas, enfin, même si on le fait pas sur l'ensemble en fait des 24 postes, moins sur un certain nombre de postes de la catégorie 3, du scope 3 Pour dépasser ces limites, comme je disais, en fait, ce qu'il serait intéressant de faire, c'est de modifier ce positionnement en fait de la méthode bilan carbone. On commence à le faire, on commence à amorcer en fait cette chose-là avec le système de management GES, où on est plutôt en fait dans une dynamique, une démarche de progrès, où on va justement en fait se saisir de la question des émissions de gaz à effet de serre pour l'intégrer en fait dans son propre système de management. Concentrer sur les enjeux stratégiques, il y a aussi peut-être limiter le nombre d'actions. Tout à l'heure, on nous a dit qu'on avait un certain nombre en fait de bilans GES sur lequel on avait des plans d'action qui étaient très détaillés en fait pour les collectivités, puis beaucoup moins en fait pour les entreprises. Ceci dit, en tant que pratiquant, on s'aperçoit aussi que quand on a un plan d'action qui est extrêmement important pour des organisations, pour des entreprises, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a du mal à les mettre en œuvre. C'est bien d'avoir la liste la plus exhaustive possible en fait de ces actions. Moi, je vois des plans d'action avec 40 actions, 50 actions. Et faut-il pouvoir le mettre en œuvre? C'est en tant que praticien, je le répète, l'action ne se met en œuvre que si on a au moins 4 éléments clés, c'est-à-dire un pilote, calendrier, budget, indicateur. Si vous n'avez pas en fait ces éléments-là, il y a peu de chances que ça se mette en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas donné les moyens, on ne s'est pas donné les ressources suffisantes pour en fait en mettre en œuvre ces actions. Ça reste là encore une difficulté. Il vaut mieux peut-être se limiter à un nombre bien inférieur d'actions, une dizaine au grand maximum, et s'assurer que ces actions elles puissent se mettre en œuvre. Et aussi se focaliser sur les enjeux majeurs. Je le répète, il y a beaucoup d'actions aussi qui sont faciles à mettre en œuvre. L'on doit faire parce que ça légitime le plan d'action dans l'entreprise. Pour autant, en fait, elles n'ont pas l'ampleur non plus en fait des enjeux. Je pense qu'il faut ça crée vraiment beaucoup d'énergie, de temps, de ressources à travailler sur ces enjeux stratégiques. Là encore, comme je l'ai dit,
on est dans une démarche, en plus là on le voit avec l'audit énergétique, on est dans une démarche qui vient comme sur un millefeuille, on rajoute des choses à des entreprises qui ont déjà en fait beaucoup de choses à essayer de mettre en œuvre, même si derrière, je dirais, les objectifs sont vertueux, hein, de réduction de la consommation, de réduction des coûts, etc. Pour autant, c'est compliqué aussi à mettre en œuvre. Et si l'organisation est déjà engagée en fait dans des systèmes de management, eh bien, c'est de venir en complément plutôt que de venir avec une couche supplémentaire, c'est-à-dire en fait de l'intégrer directement en fait dans ces démarches. C'est à l'ISO 50001, on en a parlé tout à l'heure, mais on peut penser à l'ISO 14001, etc. Ce qui fait défaut également en général, c'est l'appropriation en fait de la démarche. On s'aperçoit aussi que on a passé du temps avec un certain nombre de collaborateurs pour réaliser en fait le bilan, a mobilisé beaucoup, ça a été assez intensif. Pour autant, derrière, on n'a pas en fait la dynamique qui se met en œuvre, c'est-à-dire en fait une dynamique qui perdurer en fait cette démarche. Alors, cette appropriation, elle nécessite de fait que on passe par un site notamment de formation, que les gens soient vraiment acteurs en fait dans la démarche, que voilà, ça puisse se faire en interne. Enfin, donc s'assurer de la co-construction du plan d'action avec les décideurs, j'en ai déjà parlé. L'objectif, c'est vraiment en fait que plus haut niveau dans la hiérarchie de l'organisation, l'enjeu des émissions de gaz à effet de serre, l'enjeu énergétique soit pris en compte. C'est un vrai changement de mentalité. Justement, je fais la transition avec la résistance au changement. Moi, je connais des coachs qui disent toujours, en fait, pour changer, il faut y trouver un intérêt. Là, pour le carbone, c'est exactement la même chose, il faut y trouver un intérêt. Alors, c'est soit j'ai l'obligation, d'accord, et j'ai peut-être, donc je dois remplir ces obligations, peut-être aussi à d'autres intérêts, en termes économiques, en termes sociaux, etc. Sur l'organisation en elle-même, elle n'est pas toujours non plus, en fait, structurée pour pouvoir en fait travailler en fait sur faire vivre, je dirais, le plan d'action et manager la démarche carbone. En règle générale, on a en fait des gens qui continuent à travailler, notamment un peu en silo, c'est-à-dire voilà, par activité. Or, le management du carbone, la plupart du temps, il doit se faire de façon transversale. Donc la difficulté, elle est là aussi. On doit aussi modifier en fait la façon en fait d'approcher la gestion du carbone. Ça peut remettre en cause, ou en tout cas ça peut assez différent de ce qui est en place au sein de la structure. La volonté des décideurs, j'en ai déjà parlé, est plus ou moins forte. On a effectivement des entreprises très volontaires. On peut avoir un chef d'entreprise très volontaire. Faut-il que le décideur arrive à faire passer aussi ça en interne et si possible de façon collaborative pour que justement cette question du carbone soit une vraie question en fait qui se systématise au sein de l'organisation. La question du carbone, même si je pense qu'il faut un coordinateur carbone dans une structure, elle doit être transversale, elle doit être portée en fait par les différents métiers au sein même de l'entreprise. Ça, cette appropriation, eh bien, elle est extrêmement compliquée puisqu'on va toucher un certain nombre de personnes. Il faut vraiment en fait que les gens comprennent l'intérêt et l'enjeu. La culture interne aussi, qui parfois est même, on va dire, boniste par rapport en fait à ces enjeux carbone. Un exemple, j'ai un chef d'entreprise. Et l'une des actions prioritaires à mettre en œuvre, c'était de travailler en fait sur le classement professionnel des salariés. Ça venait en contradiction complète en fait avec ce que disait le chef d'entreprise à ses commerciaux, notamment, ben voilà, il faut faire encore plus de rendez-vous sur chaque jour, etc., etc. Vous voyez, parfois aussi des discours qui sont contradictoires et sur lesquels il faut aussi pouvoir trouver le bon niveau de compréhension
puis trouver un équilibre peut-être aussi entre les objectifs de l'entreprise, voilà, ses objectifs de rentabilité, ses objectifs de chiffre d'affaires, puis en fait ce que nous on met derrière en fait en termes d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Puis les démarches de progrès, on l'a dit. Parfois, il faut essayer d'intégrer ou d'être en complément par rapport à ces démarches de progrès. Elles ont aussi parfois été mal vécues au sein de l'entreprise parce que justement c'est assez procédurier, c'est contraignant, etc. Donc là, de dire aussi, on vient à nouveau avec quelque chose, un complément ou un supplément, ça peut être difficilement vécu au sein de l'entreprise. L'objectif, c'est d'identifier vraiment en fait tous les leviers potentiels du passage à l'acte. Ça veut dire aussi que parfois on sort de la question du carbone. Et qu'est-ce qui motive l'entreprise? Quelles sont les actions qu'elle a déjà mises en œuvre qui ont facilité en fait ce passage à l'acte, et ensuite d'essayer de s'appuyer en fait sur ces leviers pour le faire pour le carbone. Légitimer la démarche par des actions visibles, comme je l'ai dit, parfois il y a des actions assez simples à mettre en œuvre et elles vont toucher un certain nombre de collaborateurs. C'est de les mettre en œuvre, même si elles ont un impact faible, de pouvoir démontrer ces actions. Le premier pas est franchi et puis tout de suite, c'est pour ça que je parlais d'indicateurs tout à l'heure, de tout de suite démontrer en fait l'impact, la faisabilité de ces actions. Par l'organisation interne, essayer d'avoir une gestion de projet. C'est vrai que c'est pas toujours facile, comme je l'ai dit, l'organisation permet pas toujours le faire. Essayer en fait sur cette transversalité. Utiliser les canaux internes de diffusion de l'information, parce que ça encore, il faut pouvoir fournir chacun des collaborateurs résultats en fait des efforts qu'ils consentent, soit parce que voilà, on a fait telle ou telle action qui les concerne directement, soit parce que l'entreprise s'est aussi engagée sur telle ou telle action. Légitimer le plan d'action, plan de volonté affirmé des décideurs, je reviens pas dessus, j'en ai parlé en large et en travers. C'est vrai que c'est quelque chose qui est récurrent et qui est extrêmement important. Assurer de la cohérence des messages diffusés en interne, ce que je disais aussi précédemment. Construire un système de management intégré. Je vais passer assez vite, puisqu'on l'a déjà écouté. Difficulté de rendre stratégiques les enjeux carbone. C'est vrai que dans un contexte socio-économique difficile, de parler d'environnement, parfois, là encore, ça peut être assez compliqué à aborder. Mais on verra qu'il y a aussi la possibilité, quand même, avec ces messages sur le carbone, en tout cas avec les enjeux, travailler justement ces contraintes économiques et sociales. Difficulté de prendre conscience de la sensibilité de l'organisation aux enjeux carbone, encore. L'entreprise a toujours la mesure, en fait, des enjeux pour lesquels, en fait, elle est impactée. On a beaucoup parlé, en fait, d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et juste avec l'observatoire tout à l'heure, un petit peu d'adaptation. C'est-à-dire que pour certaines activités, notamment agroalimentaires, etc., il y a autant de risques ou autant de soucis et d'enjeux du côté de l'adaptation que du côté de l'atténuation à ces changements du climat. Or, l'investissement de la démarche carbone, c'est un risque économique aussi, une prise de risque dans la mise en œuvre en fait des actions, c'est aussi des coûts. Pour essayer de dépasser tout ça, essayer de traduire ces enjeux. Ces enjeux, ça veut dire que l'objectif quand même, c'est que l'entreprise comprenne bien vont être les impacts pour elle, à la fois en termes économiques, à la fois en termes sociaux, et sur quoi elle peut agir, et pas simplement en fait juste pour dire voilà, je participe à la réduction en fait des changements climatiques. Rendre systématique l'interrogation sur les enjeux carbone, ça aussi. Dans toutes les actions en fait que l'on peut mettre en œuvre au sein de l'organisation, de ne pas se limiter simplement en fait à ce
que l'on a vu dans le cadre du bilan carbone. Aussi, à chaque fois qu'on met en œuvre un nouveau projet, c'est de se poser des questions en fait en termes d'impact. Ça permet d'acculturer en fait en interne la question de ce changement climatique, de le rendre un peu systématique. Lister sur les vulnérabilités directes et indirectes. Donc ça, là encore, j'en ai parlé. Vu l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont indirectes. Ça, on n'en mesure pas toujours en fait les effets. Moi, très régulièrement, quand on réalise un bilan carbone, on voit que les chefs d'entreprise ou en tout cas les dirigeants disent mais moi, j'ai déjà eu en ces termes, je vais vous citer, je me prends une claque. J'imagine pas que les émissions, en fait, c'était telle ou telle émission. Là encore, l'intérêt de regarder ces émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi de pouvoir regarder ça sur un spectre large, pouvoir trouver des solutions qui ont impacté parfois plusieurs postes. Je cite souvent, en fait, l'impact sur la matière première. Réduisez les quantités de matière première, ça a un impact sur le transport, moins transporté. La plupart du temps, vous avez moins aussi d'énergie puisque vous transformez moins de matière. Peut-être un peu moins de déchets aussi. Au final, le fait de regarder sur un spectre assez large, on a des gains, plusieurs postes d'émissions de gaz à effet de serre, toujours en fait en regardant uniquement l'audit énergétique. On ne traite de l'efficacité énergétique sur le process. Montrer aussi l'impact de l'inaction, un potentiel. Alors là, la méthode, elle permet aussi de le faire puisqu'on a des outils de simulation économique. Alors bien sûr, pas d'analyse économique, mais au moins en fait d'imaginer en fait que si on n'agit pas, ça aura des coûts, des conséquences aussi économiques pour l'organisation. Identifier les dispositifs de financement des actions, comme je l'ai dit, là encore, en termes économiques, notamment dans le contexte actuel, c'est difficile de d'essayer en fait sur des actions. De côté, comme je viens de le dire, si on ne bouge pas, ça aura quand même des conséquences. Et pour autant, en fait, c'est toujours compliqué. C'est aussi de regarder quels sont les dispositifs qui permettent de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, notamment en fait d'énergie, aussi en termes de transport potentiel. Puis mettre en place le pilotage de la démarche de progrès pour pouvoir en fait évaluer ça au cours du temps. La démarche centrée sur l'organisation, quelque chose en fait qu'on a des difficultés à prendre conscience. Autant je pense que demain en fait c'est le seul moyen d'arriver au facteur 4 dont on a parlé. Les organisations, elles ont tendance à raisonner individuellement. Plus c'est ce qu'on leur demande, un peu bilan GES réglementaire, il se veut par branche, il se veut par filière, et bien par site. Puis aussi, on a tendance aussi à imaginer que bien si il y a des émissions indirectes ou si je lègue mes émissions, je vais réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Avec le bilan GES, je disais tout à l'heure, c'est pour ça que ça peut aussi être contre-productif, et c'est le cas. Je fais passer en fait des émissions qui étaient dans le scope 2 au scope 3, réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Point de vue global, c'est pas forcément vrai. C'est une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais mon bilan GES, ça peut être le cas. Puis, au final, on a du mal à imaginer en fait qu'on peut être dans des sphères fonctionnelles. Alors, je vais vous présenter un exemple qui date d'un certain nombre d'années d'une entreprise qui fait des moteurs d'avion, une entreprise française. Vous voyez, si je prends en fait le poste utilisation, c'est en millions de tonnes équivalent carbone, hein, c'est même pas du CO2 à l'époque, c'était encore équivalent carbone, la méthode bilan carbone. Vous voyez, on est à peu près à 85 millions de tonnes d'équivalent carbone. C'est-à-dire que la consommation des moteurs d'avion sur leur durée d'utilisation, les moteurs produits pendant une année, c'est cette valeur. Donc quelque chose qui est énorme. Puis on peut se dire que on a en fait, si je veux réduire l'impact transport aérien, c'est plusieurs façons de faire. Surtout, si je réfléchis aux filières plutôt que de réfléchir seul sur mon site, ce que ça peut donner. En fait, le périmètre juridique, si je regarde les émissions de gaz à effet de serre, va impacter en fait la compagnie
transport aérien. C'est eux qui mettent le carburant en fait dans l'avion. Donc c'est eux qui vont en fait être un peu. Au final, pourtant, sur ce transport aérien, le moteur d'avion en fait, avec sa consommation, etc., c'est environ 50% en fait des émissions de l'aérien. Travaillant sur les technologies de carburation, sur les nouveaux, on parle d'avions qui fonctionneraient peut-être à l'huile de friture, c'est pas pour le Nord-Pas-de-Calais. Peut-être qu'on peut réduire entre 10 et 50% en fait de cet impact. Travaillant en fait, voilà. Donc cet acteur-là, il a une marge d'action de l'ordre d'une vingtaine de pourcents en fait sur le transport aérien global. Si je prends en fait le moteur d'avion, il va être installé sur un avion. Encore en fait, on a une marge sur à peu près 50%. Là, un travail sur le fuselage, sur le poids de l'avion, enfin sur les matériaux, etc., sur l'aérodynamisme, arrive en fait là encore un impact entre 10 et 30% de ces 50%. Si je continue, je prends la compagnie aérienne, donc là, comme je l'ai dit, juridiquement celle qui met le carburant dedans. Je m'aperçois que la compagnie aérienne a aussi en fait des marges d'action, le pilotage doux, par le poids de gage embarqué, etc., etc. Et elle a encore elle-même une marge d'action. Qu'à chaque fois, en fait, on est sur des marges d'action qui sont différentes. Autant on est toujours sur le pic là de l'utilisation, le même pic. Puis vous voyez en fait que 1% en fait des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien liées en fait à l'organisation des vols, c'est-à-dire qu'il y a des avions qui tournent en fait autour des aéroports avant d'atterrir ou même sur les aéroports, même pour décoller. D'accord, on a en fait ça peut-être à 50% en fait d'émissions à gagner. Vous voyez, si on veut arriver à 75%, il faut en fait que l'ensemble de la chaîne, de tous les acteurs en fait s'y mettent. Et ce serait quand même assez intéressant de pouvoir justement travailler à l'échelle en fait de ces sphères fonctionnelles, soit en fait de ces filières, de ces branches, pour pouvoir justement arriver en fait à faire cette réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Seul aucun de ces quatre acteurs peut réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre. Peut se faire que si en fait il y a vraiment un travail pour chacun de ces acteurs. Voilà, prendre conscience de l'impact de l'organisation, cette sphère fonctionnelle, je pense que c'est extrêmement important. Évoluer cette relation client-fournisseur, essayer de faire en sorte que les marges d'action soient établies entre ces différents acteurs, qu'on pourrait avoir aussi des relations partenariales à bénéfice mutuel, puis essayer de faire évoluer une prise de conscience en fait individuelle vers une prise de conscience plus systémique. Conclusion, enfin voilà, c'est très vite parce que c'est de la redite. L'objectif en fait c'est de rendre stratégique le plan d'action pour les organisations et de pas se cantonner simplement à ce diagnostic, s'il est utile, même si c'est la base. C'est vrai que souvent dans le cadre d'une mission, on s'essouffle un peu en fait sur ce diagnostic, parce qu'on le veut toujours le plus fin possible. Autant le plan d'action il est même plus important. Le plan d'action, normalement, ça devrait être le début du travail. Le plan d'action, il doit relever une co-construction. C'est vrai que là encore, il faut se donner les moyens de pouvoir travailler ensemble sur ce plan d'action. La pertinence du plan d'action, elle doit être démontrée sur tous les plans, en social mais sur le plan économique, et pas simplement environnemental. Si sur le plan environnemental, on l'a dit, il faut absolument le faire, on est un peu dans l'urgence. Puis là encore, le management du carbone, ça nécessite une nouvelle organisation interne, vu que voilà, c'est parfois un peu difficile. Aussi avec l'externe, c'est-à-dire en fait d'ouvrir en fait les portes. Ça parfois ça peut se faire aussi à l'échelle d'une zone d'activité. C'est pas simplement non plus par filière, ça peut se faire aussi à l'échelle d'un territoire. Et je pense qu'il y a aussi un maillage à faire entre les collectivités qui font leur plan climat et les entreprises qui